La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur nos antennes. Le sommaire, la session ordinaire de septembre s'ouvre en principe ce vendredi 15 dans les deux chambres du Parlement. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire, mais d'autres matières vont s'inviter outre la loi des finances exercice 2018. L'UNFPA, le NUCIDA et le PNMLS ont tenu ce jeudi un atelier dans la commune de Kasavubu. Enjeu, renforcer les barrières contre les nouvelles infections dues au VIH-Sida. Invitée du journal, Maître Lisette Mavungu, elle est secrétaire exécutive du Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles. Bonsoir Maître Lisette. Bonsoir madame. Alors nous allons parler tout à l'heure de l'équipe dirigeante, de la nouvelle équipe dirigeante du Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles. Et tout d'abord, félicitations. Votre nomination. Ok, votre élection. Je vous retrouve tout à l'heure. En ouverture de ce journal, les rumeurs circulent faisant état d'un éventuel troisième dialogue entre les forces politiques congolaises à Brazzaville sous l'égide du président Sassou Nguesso. Dans un communiqué publié ce jeudi, le rassemblement de l'IMET dit ignorer tout de l'organisation et de la tenue d'un troisième dialogue. Pour cette plateforme de l'opposition, Joseph Kabila n'est plus un interlocuteur crédible pour avoir sabordé l'accord de la Saint-Sylvestre. Le rassemblement considère le 31 décembre comme la ligne rouge à ne pas franchir. En principe, la rentrée parlementaire s'ouvre ce vendredi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement. La session est essentiellement budgétaire, mais elle s'annonce très houleuse. Outre la question du budget exercice 2018, d'autres matières D'autres matières vont également inscrites au cours de cette session. Il y a entre autres la loi organique sur le fonctionnement du CNSA et son installation, la loi électorale ainsi que les arriérés législatifs. Image et commentaire, un commentaire de Félix Ilonga. La session de septembre devrait être en principe la dernière selon l'accord politique du 31 décembre dernier. En dehors de son caractère essentiellement budgétaire, elle s'ouvre dans un contexte politique et économique particulier. Parmi les matières prioritaires à inscrire, il y aura entre autres la loi organique sur le fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord et l'installation de cet organe d'appui à la démocratie, le vote de textes de loi devant permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Parmi ces instruments figure la loi sur la répartition des sièges, alors que cette loi nécessite la fin des opérations d'enrôlement des électeurs. Pour ce faire, il faudra attendre 3 mois pour clôturer l'opération au Kasaï, lancée le 12 septembre dernier. Entre-temps, les parlementaires doivent tout faire en vue de doter le pays d'une loi des finances, exercice 2018, dans le délai tel que prévu par la Constitution. Dans les couloirs du Palais du Peuple, on laisse entendre pourtant que les débats seront houleux. Déjà, on signale qu'une motion contre le Premier ministre Bruno Tubala serait en gestation. Son auteur voudrait que le chef du gouvernement s'explique sur l'éventuelle non-application du budget exercice 2016 pourtant promulgué par le chef de l'État Joseph Kabila. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse a eu ce jeudi une séance de travail avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Aubin Minaku et Hiroshi Karube ont également échangé sur la coopération entre les deux pays. Peu après, il s'est également entretenu avec le directeur régional de l'ONUDI, Jean Bakolé, sur la place des Congolais dans les Nations Unies. Les détails dans nos prochaines éditions d'information.
Initialement prévu pour demain vendredi, le forum sur la paix dans l'espace du Grand Kasaï va finalement s'ouvrir le 17 septembre à Kananga, au Kasaï central. Selon un communiqué rendu public par le conseiller en communication du vice-premier ministre de l'Intérieur, ces travaux mettront ensemble les forces vives des 5 provinces issues du Grand Kasaï. Il s'agit notamment du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Kasaï, du Sankuru et de la Lomami. Ces entités ont été affectées par le phénomène Kamwinan-Sapu. Les discussions de 3 jours tourneront autour de la réconciliation et le développement de l'espace Kasaï. Dans le reste de l'actualité, renforcer les barrières contre les nouvelles infections dues au VIH-Sida, mettre en place une coalition dynamique pour une prévention solide, c'est l'enjeu de l'atelier de concertation entre l'UNFPA, l'ONU-Sida et le PNMLS tenu ce jeudi dans la commune de Kasavubu au siège du PNMLS. Objectif, parvenir à une génération sans Sida. La suite en images. Les représentants de l'UNFPA, de l'ONU-Sida et du PNMLS ont réfléchi sur les actions à mener efficacement pour réduire le taux de contamination du sida, éviter les nouvelles infections et revoir tout ce qui a été fait sur la lutte contre le sida jusque-là et renforcer les mécanismes de lutte contre cette pandémie. Autour des résultats obtenus à ce jour, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de risques d'avoir plus de nouvelles infections dans le VIH, ce qui fait qu'en fait, on risque de voir réapparaître l'épidémie au sens où on risque de ne pas être à même de contenir l'épidémie. Et donc la raison pour laquelle on est là, c'est de pouvoir déjà créer une coalition pour mettre en place une prévention primaire très solide. Une prévention primaire veut dire éviter les contacts entre l'homme et le virus VIH. Actuellement, le pays a adopté ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Et l'OMS a beaucoup contribué, notamment en termes de définition des directives et des stratégies, comment les pays peuvent appliquer les différentes directives de manière à parvenir à la prévention d'infections à VIH et par conséquent à la réduction des nouvelles infections dans les pays prioritaires. Connaître son état sérologique est l'une des armes efficaces dans la lutte contre le sida. C'est l'une des recommandations formulées par les organisateurs de cette rencontre. Et le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles a une nouvelle équipe dirigeante. Elle a été mise en place hier à l'issue d'une assemblée générale élective. Le FFRGN constitue un noyau de femmes engagées dans la lutte pour la bonne gouvernance et la gestion des ressources naturelles. La suite en images. Ce qui était hier une aventure pour Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA, parrain du Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles, se concrétise ce jour. Pour Nick Elebe, directeur pays de OSISA, la structure mise en place est appelée à être une institution phare en ce qui concerne les questions de ressources naturelles. Notre encouragement, c'est de vous dire d'aller dans la même direction, de conserver cette unité, cette synergie, cette capacité de travailler de façon collégiale, de discuter sur les questions, de se rassurer que l'institution va dans la bonne direction. C'est vraiment de vous encourager à aller dans ce sens pour l'avenir. La nouvelle équipe est composée d'un conseil d'administration, d'un secrétariat exécutif et 2 commissaires aux comptes. Lisette Mavungu, qui prend désormais les commandes du FFGRN, se dit déterminée à porter haut cette structure. Nous allons travailler sur la promotion de la participation des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles. Nous voulons lui donner une place de choix à cette question parce qu'on s'est rendu compte que dans les premières réunions, les femmes sont toujours absentes ou quand elles sont présentes, elles sont en nombre minime et elles n'ont pas assez de voix. Et nous espérons qu'avec cette plateforme, nous pourrons motiver nos autres sœurs qui sont dans les secteurs de pouvoir travailler assidûment pour avoir des postes de choix qui puissent permettre que leur voix puisse être entendue dans les questions des ressources naturelles. En fait, nous pouvons à l'issue de cette assemblée générale élective tenue du 11 au 13 septembre, le comité élu a un mandat de 3 ans.
Madame Lisette Mavungu, secrétaire exécutive du FRNG, qu'est-ce qui a milité à la création de cette plateforme? Merci Madame de m'avoir invité sur votre plateau. Premièrement, l'idée était seulement de pouvoir former les femmes sur les questions des ressources naturelles. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'après ces formations, il fallait mettre en place un noyau pour pouvoir continuer le travail qu'on avait commencé. Voilà. Voilà pourquoi seulement un noyau de femmes pour les ressources naturelles. Est-ce qu'il y avait un problème? Oui. L'aventure a commencé en 2013 avec OSISA qui est le partenaire qui nous a accompagnés parce qu'on s'est rendu compte que dans les réunions, là où se tiennent les réunions sur les questions des ressources naturelles, les femmes étaient toujours absentes. Et avec notre partenaire OSISA, on s'est mis ensemble pour pouvoir commencer à mettre en place des formations pour pouvoir capaciter les femmes qui étaient déjà dans les secteurs. Et 3 ans après nos différentes formations, on s'est dit pour capitaliser l'information reçue, il fallait mettre en place un noyau des femmes qui devraient continuer le travail qui a été commencé déjà en 2013. Et où ont été recrutées ces femmes qui font partie du FRGRN? Les femmes qui font partie du FRGRN, ce sont des femmes qui œuvrent pour la gouvernance des ressources naturelles. Elles peuvent être des personnes œuvrant seules ou étant dans des associations féminines ou non. Mais leur cheval de bataille tous les jours, c'est de pouvoir œuvrer à la transparence et à la gouvernance des femmes dans les ressources naturelles. Voilà, une nouvelle plateforme créée avec les femmes. Quelle sera la particularité de celle-ci par rapport aux autres qui existent déjà? Puisqu'il y a d'autres plateformes qui sont aussi dans ce domaine. Vous n'êtes pas les seuls. Quelle sera la particularité du FRGN? Nous ne sommes pas les seuls. C'est une nouvelle plateforme. La particularité du FFGRN, c'est de pouvoir porter dans les questions des ressources naturelles l'impact des femmes. On s'est rendu compte que dans les structures qui existent déjà, on parle des ressources naturelles, mais on ne focalise pas l'attention sur les activités des femmes. Dans les secteurs des ressources naturelles. Et nous nous sommes dit que nous puissions d'abord, premièrement, nous regrouper entre nous pour pouvoir lever les questions majeures. Pourquoi les femmes ne participent pas assez dans les questions des ressources naturelles, et celles qui sont là, pourquoi elles ne sont pas dans des places de choix. Et après cela, seulement, que nous pourrons faire des alliances avec d'autres structures. Vous êtes nommé secrétaire exécutif. La tâche ne sera pas facile, madame. Non, j'ai été élue secrétaire exécutive. La tâche n'est pas facile, mais je ne suis pas seule. Et je sais qu'avec les autres collègues, ensemble, nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions porter haut la place de la femme dans ces questions-là. Mais nous allons aussi dire que nous serons seulement la porte d'entrée et que le travail va continuer avec toutes celles qui viendront après nous pour pouvoir continuer le travail que nous allons commencer. Mais finalement, qu'est-ce que vous recherchez? C'est vrai que les femmes déjà ne s'expriment pas beaucoup. Vous créez une structure de femmes sur les ressources naturelles où les femmes n'ont vraiment pas de poids dans ce secteur. Quelle est la mission? Quelle est votre mission? Les femmes, il y en a. Il y en a, mais pas assez. Mais maintenant, les formations qui ont été tenues, c'est pour pouvoir donner des forces à ces femmes-là. Parce que vous savez, pour pouvoir discuter dans certains panels, vous devez avoir l'information, vous devez avoir de la connaissance. Quel genre d'information, par exemple, que vous aurez besoin sur les sites miniers ou qu'est-ce que vous recherchez finalement? L'information, d'abord, c'est quand vous êtes dans le secteur, vous vous dites que vous êtes dans un secteur, premièrement, de pouvoir connaître les lois qui régissent ces secteurs et connaître aussi quelles sont les plateformes qui existent auprès desquelles vous pouvez aussi porter de votre voix et savoir quels sont les impacts, quels sont les impacts que vous pouvez recevoir quand vous êtes dans ces secteurs-là. Nous savons qu'il y a déjà des femmes qui y travaillent, mais nous voulons aussi à ce qu'elles aillent à un autre échelon. De telle sorte que, comme on le dit, que notre pays est un scandale géologique, que nous avons assez de ressources naturelles, mais quand le pays est représenté, quand le pays
et en dehors pour donner l'information, que l'on sente aussi que dans ces questions-là, les femmes, qui représentent statistiquement 52% de la population, ont aussi de la voix, ont aussi du chapitre sur les questions des ressources naturelles. Là, c'est la femme intelligente, c'est la femme qui a étudié, qui connaît ses lois, mais visiblement dans les carrés miniers, dans les cercles miniers, les femmes qui sont dans ces endroits n'ont pas un métier noble, quoi. Elles se retrouvent dans le tamisage, Est-ce qu'elles vont profiter, ces femmes-là qui n'ont rien, qui sont reléguées à la cuisine pour faire la cuisine pour ceux qui vont dans les mines, ceux qui vont dans les puits de pétrole, ces femmes qui travaillent tout autour de ces endroits, est-ce qu'elles vont bénéficier de ce forum qui vient d'être créé? Elles vont bénéficier du forum largement. Nous sommes ici seulement installés à Kinshasa comme comité exécutif parce que c'est le siège des institutions, mais le grand travail va se faire au niveau de province, là où les femmes travaillent, là où sont exercées ces activités autour des ressources naturelles. Mais l'important, c'est que si elles n'ont pas l'information, nous sommes là, nous avons l'information, nous allons aller vers elles pour leur expliquer que vous êtes dans ce secteur, mais qu'est-ce que vous devez faire dans ce secteur, quelles sont les lois qui vous régissent et comment vous devez travailler pour valoriser votre travail, pour donner de la voix dans ce que vous faites. Madame Lisette, vous venez de le dire que les membres qui vont faire tourner la machine sont en province. Donc vous êtes ici à Kinshasa. Comment va se faire cette communication? C'est vrai qu'il y a les nouvelles technologies, mais le Congo est vaste. Est-ce que vous avez des représentations partout où il existe des ressources naturelles? Des antennes, comme on le dit. Lors de nos formations, ce n'était pas seulement des femmes de Kinshasa, c'était des femmes venant aussi des provinces. Et même dans le comité, nous avons des charges qui sont assumées par des sœurs qui sont rentrées en province, qui sont venues là. Donc pour nous, elles vont être notre point d'attache pour pouvoir atteindre celles qui travaillent vraiment dans les secteurs. Elles ont l'information, elles vont relier. Comme on ne peut pas être partout, mais elles qui sont dans le comité, elles seront pour nous le tremplin pour pouvoir atteindre les femmes qui travaillent dans les secteurs des ressources naturelles. Comment sont répartis les postes de cette nouvelle équipe? Au début, les formations étaient basées sur 3 thématiques. Nous avions eu les mines, les hydrocarbures et la forêt. Et ainsi, dans notre comité, chacune de ces thématiques est représentée par une chargée de programme qui va commencer à suivre les questions spécifiquement. Et aussi, nous avons ajouté une 4e thématique qui est la thématique sur l'énergie. Donc, dans notre comité, nous avons une chargée de programme pour chaque thématique, de telle en sorte que les provinces qui vont se retrouver possédant une ou l'autre ressource naturelle, elles ont comme point d'ancrage la chargée de programme avec qui elles vont commencer à travailler en étroite collaboration pour pouvoir relayer la question au niveau du comité. Et ici, nous portons la voix, mais une voix qui vient du local de la province et qui arrive au niveau national. Tout à fait. Alors, il y a combien de membres pour l'équipe? Nous avons moi-même la secrétaire exécutive, j'ai une adjointe et nous avons 4 chargés de programme, mines, hydrocarbures, forêt, énergie, et nous avons une chargée de communication et des relations publiques et ainsi une chargée d'administration et des finances. Ça, c'est pour le comité exécutif. Visiblement, il n'y a pas d'hommes. Qu'est-ce que vous en voulez aux hommes? Il n'y a que des femmes. On est à l'ère de la parité, du gender, mais comment vous formez une plateforme sans l'appui des hommes? Nous n'en voulons pas aux hommes, mais je crois que... Mais ils ne sont pas représentés? Oui, je crois que Vous êtes les premières à réclamer la parité et vous mettez une structure sans les hommes. Mais il ne faudrait pas oublier aussi que nous avons ce que nous appelons la discrimination positive. Quelque part, on se dit, on met des mesures pour pouvoir relever la partie de la population qui est un peu laissée sur le banc. Ça dépend, ça peut être la partie des hommes ou la partie des femmes. Mais exceptionnellement, pour nous, c'est plus la partie des femmes. Et nous estimons que pour le moment, nous allons d'abord travailler entre nous pour pouvoir nos capacités réellement. Mais comme je l'avais dit au début, nous pourrons toujours faire des liens avec d'autres structures qui existent,
qui sont des structures mixtes. Avec le concours des hommes. Voilà. Bien sûr. Maître Lisette, secrétaire exécutive du FFGRN, peu de personnes accordent la chance aux femmes, parce que si je veux reprendre un slogan qui ne me plaît pas beaucoup, mais qui se dit quand même Bassi Batonga Mbokate. Qu'est-ce que Maître Lisette, secrétaire exécutive du FRG, peut répondre à ces hommes qui disent que Bassi Batonga Mbokate, déjà que la structure n'est composée que des femmes? Malheureusement pour eux, ils n'ont jamais donné l'opportunité à la femme de diriger. Qui donne d'abord l'opportunité à la femme de diriger, et si elle faillit à sa mission, je crois que cet adage aura son pesant d'or. Mais pour le moment, cet adage ne vaut pas parce qu'on n'a jamais donné cette opportunité-là. Nous n'allons pas entrer dans cette guerre-là, mais nous estimons qu'à un moment donné, si nous voulons aller loin, que nous puissions d'abord nous mettre nous-mêmes ensemble pour voir relever certains défis et voir qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'après, une fois à ces capacités, que nous ayons voix au chapitre au même titre que les hommes sur plusieurs panels. Je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cet entretien. Autre chose, opération Ville Morte, le commissariat provincial de la ville de Kinshasa passe à l'action. Sylvano Kassongo a procédé à l'évacuation des épaves de véhicules abandonnés le long des grandes artères et à la destruction des garages de fortune. Hier mercredi, il a visité les sites Assosa et Poilo. Nadine Maïfula pour les détails. À l'expiration des 15 jours des sursis, la police est entrée en action. L'évacuation des épaves abandonnées sur la voie publique a démarré sur l'avenue Assosa à Kasavubu et sur les boulevards Congo-Japon, ex-poids lourd. Une particularité de l'opération, les véhicules qui étaient devenus des repères des criminels ne seront pas emmenés en fourrière, mais à la casse purement et simplement. Tous ces gens qui ont des garages doivent enlever leurs véhicules. Parce que comme on a lancé cette opération, on va aussi prendre tous ces véhicules qui sont des garages pirates, qui sont sur les artères. Même le véhicule à mon état, parce que le garage est illégal, c'est un garage pirate. Les garages doivent être dans un endroit, dans un enclos, dans un endroit clôturé. Ce n'est pas sur la rue, mettre un garage sans autorisation du gouverneur, c'est impossible ça. Il a en outre fait savoir que la prochaine étape concernera les véhicules des marques Mercedes 207 abandonnés. Voilà, il s'agit bien de l'opération Ville propre et non Ville morte, comme je l'ai dit tout à l'heure. En sport, les propos de l'évêque Pascal Mukuna, président du FC Renaissance du Congo, tenu lors de sa dernière descente dans les sections, continuent à alimenter la polémique. Innocent Kindoulou, l'un des cadres de l'écurie Orange, suppose que le querelle n'ont pas de place au sein du club. Il a invité l'évêque à convoquer une réunion afin de lever l'équivoque. Les détails avec Junior Bompema et Eric Ndongala. Les propos tenus par l'évêque Pascal Mukuna, le président du FC Renaissance du Congo, lors de ses sorties médiatiques, ont provoqué bien des réactions. D'abord, c'était au tour de l'administrateur Antoine Moussanganya, puis le vice-président du comité Roger Ntingi. Aujourd'hui, c'est au tour de Maître Innocent Kibundu, le propriétaire de l'EF Jogari, le club fusionné avec Matiti Mabe, qui a donné vie au FC Renaissance de monter au créneau. Pour que cette équipe existe, tout le monde a mis une pierre dans l'édification de ce grand club. Aujourd'hui, qu'on se rejette des responsabilités, qu'on se rejette mutuellement, qu'on dise que c'est tel et non tel autre, ça ne sert à rien. Plusieurs choses ont été dites quant à la création du club Orange de la capitale. Innocent Kibundulu précise. Et peut-être ça ne serait pas une fausse modestie en disant que j'ai été l'élément déterminant dans la naissance de cette équipe. Et j'ai dû sacrifier, je dis bien, mon équipe pour tous ces supporters qui ne savaient plus aller au stade, ou qui, toutes les fois qu'ils allaient au stade, les matchs se soldaient par des rixes et des bagarres. C'est comme ça que j'avais dit, à quoi servirait-il
que moi seul j'ai une équipe alors que tous mes frères et sœurs que voici n'ont plus d'équipe, vu le problème qui s'est passé dans l'équipe où on était ensemble. Voilà, le nom est sacré, il s'agit de Innocent Kibundulu. Voilà. En revanche, Maître l'évêque Pascal Mukuna, président du Football Club Renaissance du Congo, soutient que personne ne lui était venu en aide lors de la création de ce club. Il reconnaît au moins le soutien du vice-président Roger Nsingui avec un montant de 2500 $ américains pour l'achat de l'espace EPFKID. Encore une fois, Junior Bompema, Eric Dongala pour le reportage. Juste assez de trouver du sang pour les gens vous savez les les gens ont fait les drogues, les gens vous savez les choses. On va dans la mission où il a fait les drogues, les gens pétant ici. Là, il a su le téléphone, la vérité, le papa. Continue de sauter. Le niveau de nos disponibles pour une place de préféré. Au Europe, il n'a pas de choses. La sélection des Unis, la ligne à monter. Il a cédé, la cédé, les antigés, cédé. Le tournoi aussi monté. Les gens vous savez que les gens monté. Le baquet, Tokotan, qui au niveau par tête des communes pour se révéler. Hors de nos frontières, la Tunisie vient d'abroger ce jeudi la circulaire empêchant les Tunisiens d'épouser un non-musulman. Du coup, leurs prétendants ne sont plus obligés de se convertir à l'islam pour les épouser comme l'exigeait la loi, ce qui est une avancée historique. Monia Benjemia, présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, ne cache pas sa joie. Elle a toujours milité pour que soit abrogée la circulaire datée du 5 novembre 1973. Et Saïda Garache, porte-parole de la présidence, a lancé sur son compte Facebook « Félicitations aux femmes de la Tunisie pour la concrétisation du droit à la liberté de choisir son conjoint ». Tous les textes liés à l'interdiction du mariage de la Tunisie avec un étranger, à savoir la circulaire de 1973, et tous les textes semblables ont été annulés. Et puis ce communiqué avant de terminer ce journal, Monsieur Mouchaouma Pérou Pascal, résident de la commune de Ngalema, 6 avenue 34 de l'avenue Kamundu au quartier Manenga, cherche ses objets volés le 12 septembre 2017 sur le boulevard du 30 juin. Le sac dérobé contenant des documents ci-après, un passeport, carte d'électeur, permis de conduire et quelques sommes d'argent. Il demande à toute personne de bonne volonté qui serait en détention de ces documents et prié de les déposer au bureau de Numérica Télévision ou de contacter ou d'appeler le 085 311 46 27. Il s'agit de Monsieur Mouchaouma Pérou Pascal qui a perdu ses objets. Maître Lisette, nous allons peut-être conclure cet entretien. La structure nouvellement mise en place bénéficie déjà de quelques partenaires? Pour le moment, nous avons comme partenaire aussi ça, mais nous osons croire qu'avec les jours à venir, nous pourrons solliciter d'autres partenaires parce que ce n'est que hier que nous avons présenté notre comité et nous travaillons déjà sur ça pour pouvoir avoir des partenaires qui pourront nous accompagner. Sur quel slogan, sur quelle force vous lancez votre mandat? Il est placé sur quel site de la victoire? Quel est le mot qui vous motive à réaliser les projets que vous souhaitez mettre en place, quoi? Les mots majeurs, c'est transparence, gouvernance et participation active des femmes dans les secteurs des ressources naturelles. Est-ce que le cercle est fermé? Seulement les femmes qui ont pris part à les différentes formations que vous avez organisées sont membres ou d'autres femmes qui sont en train de nous suivre maintenant peuvent être intéressées? Est-ce que d'autres personnes peuvent adhérer à ce projet? La porte est ouverte à toutes celles qui, dans leur quotidien,
œuvrent pour la gouvernance dans les secteurs des ressources naturelles. Elles sont les bienvenues, elles seront accueillies à bras ouverts et nous avons encore besoin de beaucoup de femmes pour pouvoir porter haut notre plateforme. Seulement les femmes, pas les hommes, hein? Seulement les femmes d'abord, mais cela n'empêche pas que les hommes puissent jeter un clin d'œil à la plateforme. D'accord. Je rappelle que nous recevons au cours de ce journal Maître Lisette Mavongou. Elle est secrétaire exécutive du Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est demain à 19h. J'aurai le plaisir de vous le présenter. Bonne suite de programme. Au revoir.